Qu'est-ce qui rend une chose belle? La question a l'air toute simple, mais en réalité, elle obsède les penseurs depuis des millénaires. Aujourd'hui, on va tenter de disséquer cette fameuse anatomie de la beauté. On va faire un voyage ensemble depuis l'attirance la plus basique pour un corps jusqu'à l'idée la plus pure, la plus abstraite. Alors préparez-vous, c'est une véritable expédition philosophique qui commence. Voilà la question qui fâche. La beauté, est-ce que c'est juste dans l'œil de celui qui regarde? Une simple affaire de goût personnel? Ou alors, est-ce qu'il existe une beauté, avec un grand B, une sorte de vérité objective quelque part dans l'univers qu'on ne ferait que percevoir? C'est ce grand dilemme qui va être notre fil conducteur. Pour explorer tout ça, on va suivre un plan bien précis, une sorte de randonnée philosophique. On commence tout en bas, avec la séduction de la forme physique, et puis on va grimper, barreau après barreau, jusqu'à l'idée même de la beauté. En chemin, on verra comment l'art essaye, parfois désespérément, de capturer cet idéal presque insaisissable. Notre expédition commence donc au niveau du sol, avec ce qu'on connaît toutes et tous, l'attirance pour un corps, un visage, la beauté d'un objet. C'est notre point de départ, le premier contact, vraiment la porte d'entrée de toute cette exploration. Et là, première surprise, pour des philosophes comme Platon, s'arrêter à la beauté d'une seule personne, c'est rester dans un esclavage. Attention, ça ne veut pas dire que cette beauté n'a aucune valeur. Au contraire, c'est l'étincelle de départ, mais une étincelle qui doit nous donner envie de regarder plus haut. Sinon, on reste prisonnier d'une seule petite flamme. Bon, mais alors, comment on fait pour regarder plus haut? Eh bien, Platon nous donne la clé dans son fameux dialogue, le banquet. C'est une métaphore absolument magnifique, l'échelle de l'amour. Et c'est cette échelle qui va nous servir de guide pour notre ascension du monde des corps au monde des idées. Et la voici, cette fameuse échelle. Regardez bien la progression. On part de l'amour pour un seul corps, pour ensuite réaliser qu'il y a de la beauté dans tous les corps. Mais ça, ce n'est que le début. L'ascension nous emmène vers la beauté des âmes, puis vers la beauté plus abstraite des lois, des sciences. Chaque barreau nous détache un peu plus du matériel pour nous rapprocher du but ultime, contempler la beauté elle-même, l'idée pure. On continue à grimper. Après la beauté des corps, on entre maintenant dans le domaine de l'esprit, là où la beauté n'est plus seulement quelque chose qu'on voit, mais quelque chose qu'on pense. Et là, elle prend une toute autre dimension. Et c'est là que le philosophe Hegel balance une affirmation assez radicale. Pour lui, un coucher de soleil, c'est magnifique, d'accord? Mais la beauté d'une œuvre d'art, eh bien, elle est supérieure. Pourquoi? Parce qu'elle est née une deuxième fois. Elle est passée par le filtre de la conscience humaine, qui l'a en quelque sorte purifiée, élevée. C'est une idée assez folle qui place la création humaine au-dessus de la nature. Et là, on commence à comprendre pourquoi on parle d'ascension. Cette beauté de l'esprit, cette beauté intelligible, elle n'a plus grand-chose à voir avec la beauté physique. Elle ne vieillit pas, elle ne se fane pas, elle est éternelle, universelle, complètement en dehors du temps et de l'espace. C'est le vrai trésor qu'on cherche au bout du chemin. Ça y est, on est arrivé tout en haut. C'est le sommet de notre ascension. Alors, à quoi ça ressemble, la vue de là-haut? Qu'est-ce qu'on voit quand on arrive enfin à contempler l'idée pure de la beauté? C'est un autre philosophe, Plotin, qui décrit peut-être le mieux cette vision, qui est presque mystique. Imaginez une beauté pure, sans mélange, une beauté qui serait débarrassée de la chair humaine, des couleurs et de toute cette pacotille mortelle. Ce n'est plus quelque chose qu'on voit avec nos yeux, c'est une lumière qu'on perçoit avec l'âme. Et c'est là que tout bascule, le paradoxe final. Au sommet, la beauté, ce n'est plus un objet qu'on regarde, c'est la source de tout ce qui existe. C'est ce que les philosophes appellent l'un, ou le bien. Pour le dire plus simplement, au sommet, elle n'est pas belle, elle est la raison même pour laquelle la beauté existe. D'accord, cette ascension dans l'abstrait est assez vertigineuse. Mais maintenant, il est temps de redescendre sur Terre. Comment est-ce que cette idée parfaite, cet absolu, peut bien se manifester dans notre monde à nous, qui est si imparfait? La réponse la plus évidente, bien sûr, c'est l'art. Hegel appelle ça l'idéal. C'est ce moment de grâce où l'art réussit un truc impossible, faire fusionner une idée complètement abstraite avec une forme physique, concrète. C'est ce moment où on regarde une sculpture, où on écoute une musique, et on se dit « voilà, ça ne pouvait pas être autrement. L'idée et sa forme ne font plus qu'un ». L'artiste, dans cette vision, devient une sorte de traducteur, un médium entre le monde des idées et le nôtre. Il ou elle a une intuition de cet infini, de cette idée parfaite, et se bat avec la matière, la pierre, la peinture, les notes, pour lui donner une forme. Chaque chef-d'œuvre, au fond, c'est une tentative héroïque de faire tenir l'infini dans le fini. C'est une petite fenêtre ouverte sur l'absolu. Prenons un exemple très concret.
Regardez les arcs-boutants d'une cathédrale, comme celle de Chartres. Cette beauté de la ligne dont parlent les architectes, ce n'est pas juste de la déco. C'est la traduction en pierre d'une idée d'harmonie, d'élévation, d'un ordre presque divin. C'est l'idéal qui prend corps sous nos yeux. Et cette quête de l'harmonie parfaite, elle est totalement universelle. Faisons un saut au Japon du XVIIIe siècle. Cette estampe illustre un principe qui, en apparence, est complètement différent, mais qui vise exactement le même but. Ce principe, c'est le notan. Le notan, c'est l'harmonie qui naît de l'équilibre parfait entre les zones sombres et les zones claires. Ce qui est beau, ici, ce n'est pas tant le dessin lui-même que la danse entre le noir et le blanc. C'est la beauté de la structure pure, de la composition. Encore une autre porte d'entrée vers cette fameuse unité, cet idéal. On approche de la fin de notre parcours. On pourrait croire que tout est clair maintenant, que le puzzle est assemblé. Mais en réalité, toute cette ascension nous amène face à un mur, face à une tension philosophique qui, encore aujourd'hui, est loin d'être résolue. Et voilà le cœur du conflit. D'un côté, l'école de Platon qui nous dit « la beauté est une vérité objective, une sorte de trésor qu'on découvre ». De l'autre côté, des penseurs comme Kant qui disent « pas du tout, la beauté est un sentiment qu'on projette sur le monde ». La question est énorme, la beauté est-elle découverte ou est-elle inventée par notre propre esprit ? Et si les deux avaient tort ? Le psychanalyste Jacques Lacan arrive et fait tout exploser. Il nous dit: et si, quand on regarde quelque chose de beau, ce n'était pas nous qui regardions, si c'était la chose elle-même qui nous regardait? La beauté ne serait plus un objet passif, mais une force active qui nous saisit, qui nous sollicite. C'est un renversement complet de perspective. Ce qui nous laisse avec cette question finale absolument vertigineuse. La prochaine fois que l'on sera saisi par la beauté d'un tableau, d'un paysage ou d'un visage, il faudra peut-être se poser la question: est-on en train de voir ou d'être vu? Est-on le spectateur ou bien la scène sur laquelle la beauté se joue? La question, bien sûr, reste grande ouverte.